Bonjour à tous, nous en sommes à la 22e séance sur cette formation PHP et la dernière fois je vous avais dit que nous allions travailler un petit peu sur les accesseurs, c'est-à-dire la manière de pouvoir accéder et travailler directement avec les attributs de notre classe. Alors j'ai un petit peu modifié le code qu'on avait précédemment, donc j'ai toujours gardé notre classe véhicule mais j'ai juste remplacé power par speed pour la vitesse du véhicule. Donc on peut imaginer par exemple des vaisseaux, vaisseaux spatiaux, ce genre de choses. Et j'ai modifié un peu la méthode move en rajoutant un peu de texte tout simplement et en affichant directement la vitesse. Donc du coup on obtient en résultat ce genre de choses. Voilà, on a le nom du véhicule et on a du coup la vitesse à laquelle il se déplace. Voilà. On va partir de ça, d'accord, et on va regarder un petit peu comment fonctionne ce principe donc des accesseurs. Donc les accesseurs, alors je vais vous le noter pour ceux qui veulent avoir le nécessaire on va dire sous la main. Donc on parle d'accesseurs en fait pour deux choses, d'accord. Les accesseurs, on va retrouver ce qu'on appelle les getters, d'accord. Lire l'information, donc lire un attribut. Voilà, donc c'est vraiment un accès. Et on a le setter, d'accord. Alors je vais mettre au singulier. Lui, c'est modifier un attribut. Voilà. Et ça, le getter et setter, quand on veut le généraliser, on parle des accesseurs, d'accord. Permettre de tout ça. Ce principe, enfin tout cela consiste en tout cas par le principe d'encapsulation au niveau de nos attributs. Alors l'encapsulation, on va reprendre un petit peu le schéma qu'on avait vu précédemment justement concernant les classes, où je vous avais expliqué que la classe, on peut la considérer comme étant une entité propre, d'accord. On peut avoir une classe pour un guerrier, une classe pour une habitation, une classe pour un véhicule, etc. etc. Dans l'intérêt des choses, par rapport à ce que l'on développe dans cette manière de programmer en objet, on va respecter cette, si vous voulez, ce partage en fait des différentes entités, et de ne pas pouvoir comme ça accéder n'importe comment aux différentes informations de celles-ci. Alors de manière générale, sauf cas précis, sauf des cas spécifiques, les méthodes, d'accord, ce que permettent de faire les objets, sont accessibles publiquement. D'accord, je vous avais expliqué précédemment qu'on utilisait pour cela, voilà, le mot-clé public pour dire que nos méthodes, y compris le constructeur, est public. Il peut y avoir des cas où on va avoir des méthodes privées, ou des cas même où le constructeur peut être privé, quand on parle notamment du design pattern singleton, mais ça on aura l'occasion d'en parler sur d'autres vidéos et même d'autres formations, pour ceux que ça intéresse. Et au niveau des attributs, je vous ai dit que généralement nous passons les attributs en privé. Et je vous ai parlé rapidement du mot-clé protected, donc le protégé, qui sera que nous aborderons en tout cas quand nous parlerons d'héritage au niveau de cette programmation objet. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est par défaut voilà, ces attributs qui sont de manière générale privés. Ça veut dire qu'ils appartiennent de manière privée, d'accord, au véhicule, d'accord, c'est cette information à lui. Mais si on veut accéder, nous par exemple ici, donc là moi j'ai utilisé une méthode, donc pas de problème, le constructeur, la méthode move, c'est en public, donc en dehors de la classe, parce que je rappelle qu'ici, à partir de cet endroit, voilà, nous sommes en dehors de la classe. Ça c'est important. Après en PHP ça se voit beaucoup mieux par exemple qu'en Python, puisqu'on voit qu'il y a des accolades, donc on arrive à facilement identifier où s'arrête la classe. Donc c'est plus simple on va dire pour l'esprit humain de se rendre compte de là où ça se termine. Donc ici nous sommes en dehors de la classe, donc tout ce qui est public, pas de problème. Par contre si j'essaye de faire un petit écho, d'accord, de mon objet, donc ici, objet, j'essaye d'accéder par exemple à son attribut name, d'accord, je vais actualiser, et là on voit du coup qu'il nous met qu'on a, voilà, on n'a pas le droit, d'accord, on ne peut pas accéder à une propriété, donc un attribut privé du véhicule, notamment son attribut name. Ok, donc le message, même s'il est en anglais, il est parfaitement compréhensible, sans problème, et on se rend bien compte du souci qu'il y a. Tout simplement par ce principe d'encapsulation, c'est-à-dire, imaginez encore une fois que chaque entité, donc chaque classe, représente une sorte de boîte, d'accord, dans lequel tout est fermé, et vous avez un ensemble de manettes, d'accord, que vous pouvez actionner pour utiliser notamment ces méthodes, d'accord, qui elles sont publiques. En revanche, les infos, donc les attributs, ce qui définit la classe, elles ne sont pas accessibles depuis l'extérieur de celle-ci. Donc pour cela, qu'est-ce que nous allons faire, et je pense que si vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'à présent, notamment le principe que de manière générale les méthodes sont publiques, eh bien nous allons utiliser des méthodes, d'accord, qui vont en fait faire un petit peu la médiation, c'est-à-dire qu'ils vont être l'intermédiaire entre l'extérieur de la classe et l'accès aux attributs. Voilà. Et c'est pour ça que nous allons avoir des méthodes spécifiques pour ça. Alors ces méthodes, de manière on va dire habituelle, on leur donne des noms précis. Pour le getter, eh ben, on va donner le nom de get et le nom de l'attribut, d'accord, donc sous cette forme. Et en général pour les setters, on va mettre set attribut. Voilà. Alors,
vous pouvez appeler ça le nom que vous voulez, d'accord, parce que comme c'est une méthode, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, mais pour vous, hein, pour des questions de visibilité, vous pouvez utiliser ces termes-là. Donc si je veux avoir mes accesseurs pour mon attribut name, comment je vais faire? Eh bien je vais tout simplement créer mes accesseurs de cette manière. Public function, donc je crée une méthode, d'accord, et je vais l'appeler getName. Elle ne prend évidemment rien en paramètre, et qu'est-ce qu'elle fait le plus simplement du monde? Eh bien elle retourne la valeur de l'attribut. Alors on pourrait se dire, oui, mais en fait ça sert à rien du coup de faire ça, puisqu'on passe par une, comme ça s'appelle, une méthode, et au final on fait que retourner la valeur de l'attribut. Et bien si, justement, puisqu'on n'y accède pas directement. Vous voyez, c'est au sein de la classe, on a une méthode qui, elle, va se charger d'accéder à l'attribut, d'accord? Donc vous, quand vous utilisez dans votre code, et c'est ce que nous allons faire ici, donc au lieu de faire obj comme ça, on va faire getName. Vous voyez, pas une seule fois je parle de l'attribut, j'ai même pas limite besoin de savoir comment s'appelle l'attribut dans la classe. D'accord, j'aurais pu ici mettre un autre nom. Comme c'est la méthode ici qui le fait, nous tout ce qu'on sait c'est qu'on a utilisé cette méthode là, getName. Et là évidemment, si j'actualise, on a, alors je vais enlever l'autre partie, notamment le move. Voilà, on a bien le nom du véhicule qui apparaît, d'accord? Donc pas de problème à ce niveau-là. Alors ça c'est encore une fois le getter par défaut, c'est vraiment le moins qu'on puisse faire. Mais dans certains cas on pourrait très bien dire, bah nous non, par exemple le nom du véhicule on veut pas le récupérer, ou alors on veut le récupérer sous certaines conditions. Et comme il s'agit ici d'une méthode, c'est-à-dire une fonction de classe, eh bien vous pouvez sans problème mettre des conditions, d'accord? Par exemple, je sais pas, moi on peut dire, je sais pas pour quelle raison, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah si par exemple on veut interdire tout simplement l'accès à name, au lieu de retourner, on pourrait simplement dire, voilà, non impossible à récupérer. Alors, je mets pas les accents parce que je suis pas avec du HTML. Donc, pour éviter les petits problèmes d'encodage. Hop. Et là du coup, voilà, avec l'intermédiaire, vous voyez, c'est la méthode qui fait le travail. Alors de manière générale, encore une fois, dans la majorité des cas, on se contente avec le getter de simplement retourner l'attribut. Voilà. Le getter en général il fait rarement plus que ça. Par contre pour le setter, là c'est autre chose, donc on va faire la même chose, public function, setName. On va prendre en paramètre le nouveau nom, d'accord, donc on va mettre name, pas besoin de s'embêter sur le nom de la variable. Et voilà. Et là c'est pareil, par défaut qu'est-ce qu'on va faire? On fera ceci. D'accord. Si vous regardez bien le code, vous voyez que c'est exactement la même chose que ce qui est fait dans le constructeur, d'accord. On peut faire ça. Et le mieux pour le setName, c'est qu'on peut par exemple du coup afficher certains filtres, d'accord, c'est-à-dire de contrôler le nom qui a été passé en paramètre pour être sûr d'avoir un nom ensuite stocké ici de manière valide. Admettons, je veux dire que le nom de mon véhicule, je veux pas qu'il dépasse les 25 caractères, d'accord, et bien je peux simplement faire ça. If, alors strlen de, on n'a pas forcément vu d'ailleurs strlen il me semble dans les vidéos, mais c'est pas grave, c'est une fonction en fait qui retourne la longueur d'une chaîne, pour ceux qui se posent la question, de name, d'accord, est plus grand que 25, ok, eh bien on peut afficher, on lèverait une exception, mais comme on n'a pas encore vu les exceptions, hein, je vais passer pour le moment, on peut mettre par exemple erreur, voilà, nom de véhicule trop long, d'accord, enfin bref, vous mettez un message quel qu'il soit, et sinon, d'accord, on va effectivement stocker le nouveau nom. Alors là ce qu'on peut faire du coup, on va faire getName, on va le réafficher. Ici, si j'essaye de faire obj1 setName en changeant de nom, donc si je mets un autre nom, xf220 par exemple comme ceci, donc là pas de problème. Si je teste, voilà, on a bien le XC450 au départ et le nom a bien changé. Par contre, si j'essaye effectivement de faire un nom à rallonge, plus de 25 caractères, hein, je sais pas combien on en est là, mais je pense qu'on y est, évidemment, là, la modification ne se fera pas, d'accord? J'obtiens tout simplement l'erreur par rapport au nom de véhicule trop long, et on se rend bien compte que le nom n'a effectivement pas changé. Voilà, donc ça c'est ce à quoi peut servir du coup le setter, c'est-à-dire bien de contrôler, de filtrer tout simplement la validité ou non, donc comment on veut que l'information soit stockée. Est-ce qu'un nom on veut qu'il ait une certaine longueur, est-ce qu'on veut qu'il contienne certains caractères précis ou autre. Et vous savez qu'en web ça peut être très utile par exemple quand vous allez vouloir valider des formulaires, des champs de formulaire. Vous pourrez vous servir d'une classe comme ça qui contrôlera un petit peu les attributs pour les éléments de votre formulaire, donc c'est très très utile. Alors dans l'idéal aussi ce qu'on peut faire, vous voyez qu'au constructeur on s'amuse à faire ça, là c'est pareil, au niveau du constructeur par exemple on ne vérifie pas la longueur du nom, etc. Donc vous pouvez à ce moment là, plutôt que de faire ceci, et bien d'appeler tout simplement la méthode à ce moment là, également.
Voilà. Et on le ferait du coup pareil pour ça, mais il faudrait faire la méthode bien sûr pour la vitesse. Donc il faudrait normalement un set speed de ça, et faire également la méthode qui va bien, et le getter aussi correspondant. Donc en général, pour chaque attribut, pour retenir les choses, vous avez un getter, un setter. Le minimum qu'ils font, c'est le getter, il ne fait que retourner la valeur de l'attribut, le setter, il ne fait que la modifier, d'accord? Ça c'est vraiment le code minimal à mettre pour l'un et l'autre. Voilà, donc ça tient en une seule instruction, c'est vraiment minimum. Mais bien sûr, vous pouvez faire des choses un peu plus poussées, d'accord? Si vous avez besoin de vérifier des valeurs particulières, vous n'êtes pas obligé de ne faire que ça. Mais c'est tout à fait possible, bien évidemment, de ne travailler que là-dessus. Voilà, donc vous voyez, ça permet de tenir sur une ligne si on ne veut pas en rajouter trop. Et hop, et même on pourrait s'amuser carrément à faire ça. Voilà, on aura par exemple les accessoires liés à l'attribut, comme ça vous arrivez à vous y retrouver. Donc voilà comment fonctionne ce principe, encore une fois, d'encapsulation. Alors on aura l'occasion d'en reparler plus en détail, puisque c'est quelque chose qui va nous suivre un petit peu tout au long de cette programmation orientée objet en PHP, et j'en parle également dans les autres langages de programmation que j'enseigne sur la chaîne. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut prendre à la base, c'est vraiment de garantir l'intégrité des données, et surtout le non-accès depuis l'extérieur de manière incorrecte. C'est-à-dire on va pas directement accéder à l'élément, on va passer pour cela par des méthodes, d'accord, des getters, des setters, pour pouvoir travailler avec nos attributs, soit pour les lire, soit pour les modifier, et vous avez compris un petit peu le principe, on peut du coup appliquer des filtres, on peut valider les données avant de les enregistrer, donc ça peut être très pratique à ce niveau-là. Mais écoutez, comme j'avais dit que c'était une vidéo courte, c'est effectivement le cas, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus pour ce principe d'accesseur. Encore une fois, il faudra apprendre à les mettre en pratique comme il faut, et à voir dans un cas concret l'utilité qu'ils ont, parce que je vous dis, des accesseurs qui font juste ici de faire un return ou une modification, il n'y a pas grand chose, mais c'est bien de le faire, d'accord? Ça doit être vraiment un automatisme, c'est comme en C++, d'accord, avec des langages comme ça assez stricts dans la manière d'accéder aux éléments. On ne permet pas la lecture et la modification des attributs en dehors des classes. Ça c'est une règle en PHP à respecter, comme on le respecte également en C++. En Python c'est différent, pour ceux qui suivent ma formation en Python, vous aviez vu que la philosophie autour du langage Python était légèrement différente concernant l'accès aux attributs. Mais pour PHP comme pour C++ par exemple, on a effectivement cette règle à respecter, c'est-à-dire de passer par des accessoires. Donc ça rajoute du code bien évidemment, mais pensez-y, à chaque attribut, de faire un getter, un setter, voilà, pour chacun. Il faudrait également pareil ici pour ça. Donc on pense à le faire pour chacun de nos attributs de notre classe, pour garantir cette encapsulation des données. Voilà, j'espère en tout cas que c'était suffisamment clair, comme je vous l'avais dit, c'était pas trop long, il n'y avait pas grand chose à dire, on a fait quand même pas mal le tour. N'hésitez pas à vous en servir évidemment, à mettre, quand sur vos classes, rajouter ces petits accessoires si vous êtes en train de vous entraîner et vous exercer à la création de classes en PHP. Et s'il y a des questions bien évidemment par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo, j'en profite en passant pour le dire si ça vous a plu, et on se retrouvera du coup pour la suite, on a encore beaucoup de choses à voir sur cette programmation objet en PHP. À bientôt tout le monde.